Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, le bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Mur des légendes, le retour du Mur des légendes. Ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Évidemment, Boris et Rome sont là, fidèles au poste. Bonsoir, messieurs. Bonsoir et Salut merci tout le monde. pour l'ambiance, hein. Damien, t'as l'air chaud là. C'est l'ambiance fête On se croirait à la foraine. force. Ouais. Et on va parler d'un grand joueur ce soir de l'AS Monaco, Petit par le nom, pardon. On va parler de Jean Petit. Il faut bien varier ses intros. Écoute, là j'ai fait avec ce que j'avais. Hein. Voilà. Donc on va évidemment parler de Jean Petit, le fidèle Jean Petit que beaucoup ont connu comme l'entraîneur, le fidèle entraîneur adjoint. Mais avant ça, il a été aussi un joueur important de l'AS Monaco avec des trophées, beaucoup de matchs et une certaine longévité au poste. Messieurs. Milieu de terrain offensif, hein. On peut milieu de terrain offensif, oui, préciser tout de suite. Oui. Oui, voilà, oui, on pourra en parler, on pourra reparler de son profil, mais en tout cas, donc du coup, Boris, un joueur qui arrive à la fin des années 60, il pense avoir signé en Ligue 1, en tout cas ses parents ont signé pour lui, et il se retrouve, il était jeune, et il se retrouve finalement en C'est un deuxième daron à la division. Mbappé, ça. Il se retrouve finalement en deuxième division. Le petit Jean Petit, effectivement, il a demandé à l'accueil, non, pardon. Il a 19 ans, il arrive de son sud-ouest natal. Effectivement, dans un AS Monaco qui a une des équipes qui l'a marqué forcément dans sa jeunesse, parce que c'est une des équipes très fortes de la première moitié, surtout des années 60. On va pas revenir sur tous les titres qui ont été gagnés à cette époque-là, mais Monaco, c'est vraiment une place très forte à ce moment-là, et c'est forcément une équipe qui a pu marquer Jean Petit. La deuxième moitié des années 60 est moins bonne, le club décline petit à petit, devient un club un petit peu moyen de première division, dans lequel pense effectivement signer Jean Petit, sauf qu'entre-temps, l'AS Monaco va même être rétrogradé à l'issue de la saison 69, année non pas érotique du coup cette fois, mais bien catastrophique pour l'AS Monaco. Et du coup, Jean Petit, effectivement, qui rejoint une équipe en deuxième division. Alors, est-ce que ça aura aidé à son adaptation à un niveau peut-être plus faible, plus accessible? L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que il n'a pas eu le choix de toute façon. Il est arrivé après, en plus, 6 mois de service militaire. Donc, un programme bien rempli à l'époque pour Jean Petit. Ouais, c'était 69 années erratiques pour Monaco plutôt. C'était et bon, donc ça. Ah non, si, bravo. Et donc voilà, du coup, Jean Petit qui arrive dans une ambiance assez mauvaise finalement. C'est Georges Casolari, latéral de renom, qui a de nombreux titres avec Monaco, qui témoigne d'une ambiance pas très bonne au club à cette époque-là. Il dit même qu'il aurait pu partir à Bordeaux et vu l'ambiance, en fait, il aurait bien aimé partir à Bordeaux. Mais en tout cas, un Jean Petit qui est d'ailleurs convoité par Marseille et Saint-Etienne également. Tu veux dire que Monaco, c'était le Bordeaux de l'époque, c'est ça? C'était comme Bordeaux aujourd'hui. En quelque sorte. À part si Bordeaux descend, peut-être, on ne sait jamais. Mais voilà, Jean Petit finalement était assez courtisé et comme tu l'as dit, voilà, il était en service militaire, donc c'est ses parents qui avaient signé le contrat avec le secrétaire du club. Mais voilà, il arrive dans un contexte assez difficile, Rome, avec peu de confiance de son entraîneur, mais aussi de ses coéquipiers. Oui, c'est ça. Il arrive, comme tu l'as bien dit, dans un environnement pas facile pour un jeune joueur. Il débarque en Ligue 2. Ça va aussi lui permettre d'avoir un peu plus rapidement du
du temps de jeu. On a perdu la plupart des anciennes gloires des années 60. Il en reste un ou deux, mais qui sont un petit peu en fin de vie. Donc oui, c'est une première période un petit peu délicate pour le club, pour lui au club. Il va y avoir 2 saisons en Ligue 2 pour commencer, enfin en Division 2 à l'époque pour commencer, et le club va finir par remonter en Ligue 1 pour un bref aperçu pour lui de ce qui est à l'époque la Division 1 française. 22 matchs et 33 matchs pour ces 2 saisons de Ligue 2. La première, elle est... alors, il a 20 ans, il faut le rappeler, hein, c'est quand même un tout jeune joueur, mais quand même, il dispute pas mal de matchs malgré le fait qu'il soit encore en service militaire, donc il fait pas non plus la saison complète. Mais voilà, c'est un joueur qui s'impose finalement assez rapidement. Et Boris, sa première saison en Ligue 1, même si c'est un bref aperçu pour l'instant, il va quand même réaliser une saison complète. Ouais, du coup, on est sur la saison, que je dise pas de bêtises, 71-72. Donc lui, il a 21-22 ans à ce moment-là. Et une saison, Rome y a déjà fait allusion, qui va être collectivement ratée, puisque Monaco va redescendre directement en deuxième division. Par contre, qui est plutôt probablement une satisfaction pour Jean Petit, qui prouve qu'il a le niveau, en tout cas pour cette première division. Il dispute, c'est effectivement des joueurs les plus capés de l'équipe. Il marque 7 buts de son poste, plutôt de numéro 10 du coup à l'époque. Il commence notamment à fréquenter un certain Christian Dadje, qui va être un de ses partenaires au long cours à l'AS Monaco. Donc voilà, un sentiment un petit peu mitigé. Un joueur qui s'acclimate bien et qui semble pas avoir de baisse de niveau entre la deuxième et la première division. Malheureusement, par contre, il y retourne tout de suite dans cette deuxième division, puisque derrière, collectivement, ça ne suit pas. Ouais, tu parlais d'Alger justement, on va en reparler évidemment parce que ils ont fait avec un autre compère argentin les belles heures du club, et d'Alger qui disait en plaisantant qu'il avait passé plus de temps avec Jeannot Petit qu'avec sa femme. Bon, c'est voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est sportif, oui. Ouais, on espère qu'il s'est rattrapé depuis. Peut-être avec la femme de Jean Petit, il a mixé. C'est pas beau, monsieur. Non, monsieur, c'est moche, c'est très laid ce que vous faites là. Et du coup, la saison de Ligue 2, qui se profile après une saison achevée en Ligue 1 à la 19e place, c'est le retour en Ligue 2. La saison de Ligue 2, par contre, elle est pleine, encore une fois, Rome. Et cette fois, elle est réussie. En tout cas, preuve s'il en était que Jean Petit avait largement le niveau pour évoluer à l'échelon supérieur. Ouais, là, collectivement et individuellement, la saison est bonne. Alors, on a trouvé différents chiffres pour les nombres de buts, donc on vous laissera décider, mais il aurait marqué peut-être une dizaine de buts lors de cette saison-là. Les chiffres varient. Les chiffres varient entre 8 et 11. On dirait 11. Voilà. Selon la police, c'est 8. D'habitude, il y a beaucoup plus d'écart. Ça aurait dû être 2 et 11, mais non, c'est 8 et 11. Enfin, en tout cas, la saison est réussie. Il est titulaire indiscutable de cette équipe-là. L'équipe va donc faire un ascenseur et retrouver très rapidement l'AD1. Malheureusement, et on va parler de ces années-là, elles vont être un petit peu mieux parce qu'il va y avoir une petite bouffée d'air frais avec une finale de coupe. Mais globalement, en championnat, les 3 saisons sont compliquées. Il y a une 10e, une 16e place avant une nouvelle fois de redescendre en Division 2. Donc la 2e fois pour lui et un 3e passage en Ligue 2 en moins de 10 ans pour le club. Donc oui, une période très très compliquée pour l'AS Monaco. C'est 10 ans vraiment dans le dur, quoi. Ouais, peut-être une des pires périodes de l'histoire, avec jamais eu autant de descentes, en tout cas, ça c'est clair. 3 fois. Donc voilà. Et mais malgré tout, il y a quand même des petites choses positives, en tout cas, quelque chose qui semble se dessiner, Boris, puisque Jean Petit s'impose comme une future référence au poste en France. Il est d'ailleurs reconnu par une petite star internationale de l'époque, Omar Pastoriza, et qu'il va le prendre sous son épaule, comme tu dirais si bien. Ouais, on dit sous son aile, je te corrige tout de suite. Non, effectivement, Pastoriza, le nom dit probablement plus grand chose. Aujourd'hui, on l'avait évoqué, nous, dans le top 10 des joueurs sud-américains passés par l'AS Monaco. C'est effectivement une
c'est quand même une petite vedette à l'époque, à l'échelle du championnat de France. C'est un des premiers grands, enfin grand, je sais pas, mais beau numéro 10, en tout cas, numéro 10 élégant qu'on va avoir à l'AS Monaco, qui va lancer un petit peu une nouvelle tradition, même si on avait déjà eu Théo dans les années 60. Mais voilà la tradition maintenant qui va commencer avec Pastoriza, Noguez, Barberis et puis d'autres noms qu'on a déjà évoqués dans ces émissions, par exemple, et qui va avoir un rapport assez proche effectivement avec Jean Petit, un rapport presque de maître à élève et une admiration assez mutuelle, je dirais, entre les deux joueurs. Ils ont 7 ans d'écart à l'époque, et Pastoriza Jean Petit raconte l'anecdote, un jour un journaliste vient le voir, il comprend pas trop pourquoi, parce que lui n'est pas non plus une vedette, il n'est pas très connu à l'époque, et c'est Pastoriza qui avait conseillé aux journalistes de venir le voir parce que Jean Petit était selon lui un des meilleurs milieux d'Europe. C'était peut-être un petit peu exagéré, Omar, c'est peut-être un prénom qui est beaucoup dans l'exagération, mais Jean Petit en parle encore aujourd'hui comme un de ses meilleurs souvenirs et le plus beau compliment qu'il ait reçu dans le foot. Donc effectivement, on a déjà parlé d'Alger, Nice, Jean Petit, on a Pastoriza aussi, on a quand même une assez belle attaque finalement à l'AS Monaco cette époque-là, mais ça suffit pas. Attends, je te coupe. Est-ce qu'on peut dire que Omar avait fait un pari à ce moment-là? C'est la pub. Ah non, moi je pensais que t'étais. Ouais, mais ça marche aussi. Ça marche aussi avec Omar Da Fonseca qui fait la pub pour BetClick. Ouais, mais bon. Ah, mais là, ta blague sur Omar m'a tué là. Oui, bah oui. Mais je l'ai fait que dans le chat parce que je n'ai pas osé la faire. Mais bon. Bon, bref, c'est pas grave. Faut savoir les faire, mais il faut savoir les délivrer aussi, les blagues. Ouais. C'est une blague locale. Pour le coup, en plus. Mais voilà, on parlait donc cette première année difficile. Tu parlais aussi, Boris, de cette efficacité offensive quand même de cette équipe à ce moment-là, qui fonctionne très bien. Donc on est en 73-74. On retrouve un trio offensif Petit au Nice d'Alger, qu'on retrouvera aussi un petit peu plus tard, et qui fonctionne très très bien. Une équipe qui fonctionne vraiment bien offensivement, qui marque beaucoup de buts. Par contre, c'est très clairement la défense qui plombe cette équipe et qui fait on a un très gros problème en défense, voilà, mais on a donc du coup un Monaco qui peut pas vraiment progresser dans la hiérarchie en première division parce que tout simplement la défense ne répond pas présent, mais malgré tout il y a quand même de bonnes choses avec cette finale. Alors, malheureusement perdu en Coupe de France face à Saint-Etienne, cette finale qui permettra quand même à Monaco de jouer une Coupe d'Europe la saison suivante. C'est la C2, donc la Coupe des vainqueurs de Coupe. Saint-Etienne avait pu jouer une autre coupe, du coup la Coupe aux grandes oreilles. On le sait, Rome... Avec Monaco à cette époque-là, malheureusement, les épopées européennes sont dignes des épopées rennaises, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais bien longues. Oui, on en a déjà parlé. On touche un petit peu à l'Europe. On l'avait déjà fait un petit peu avant, mais c'est vrai que pour réellement commencer à parler de petite épopée européenne, ça sera plus dans les années 80 et même réellement dans les années 90. Donc c'est vrai que Jean Petit, en tant que joueur, il n'a pas marqué l'histoire européenne du club, tout simplement. Il a, oui, effectivement, par rapport à d'autres, c'est moins, mais on peut quand même, on peut quand même mentionner ce match face à Francfort et quand même un but pour Petit sur le match retour, Monaco qui fait 2-2, mais qui s'était pris 3-0 à l'aller. Mais Petit marque quand même le deuxième but monégasque au match retour, quand même. Il en parlait d'ailleurs de ce but à Norbert Siri. Palmarès, j'ai marqué un but à Francfort en C2, ça reste assez, tu vois. C'est pas... Ouais. Après, il y en a qui la jouent la C2 et d'autres qui la regardent à la télé, tu vois. Donc voilà, lui au moins il a joué. Oui. C'est aussi les premières. Sur le mur. Ouais, c'est pas un critère. C'est en tout cas les premières apparitions, les premiers pas de Jean Petit quand même en Coupe d'Europe. Il y en aura d'autres aussi encore un petit peu plus tard. Mais par contre en 76-77, malheureusement 75-76 pardon, Monaco connaît encore une mauvaise saison qui va lui coûter une relégation, Boris.
Et oui, une fois de plus, c'est vraiment pour lui c'est sa deuxième descente parce que la première, on ne pouvait pas Oui. lui imputer, elle a eu lieu avant qu'il arrive. Mais une deuxième descente, Monaco qui finit 18e en championnat cette saison, malgré la présence des joueurs qu'on a déjà cités, notamment les joueurs offensifs. Monaco qui ne trouve toujours pas sa place dans cette première division. Jean Petit, une saison peut-être un peu moins réussite aussi à un niveau individuel avec beaucoup moins de buts. Il marque seulement 2 fois cette saison-là, malgré une saison pleine en termes de matchs joués. Donc voilà, Monaco qui à nouveau, et pour la dernière fois, j'ai envie de dire, va connaître un moment difficile. Et ça sera un peu la fin du pain noir dont tu parlais tout à l'heure pour Jean Petit et ses coéquipiers. Ouais, effectivement, et parce que derrière, il y a la saison en Ligue 2, Rome, qui permet à Monaco de remonter tout de suite. Et ensuite, on arrive à cette fameuse saison 77-78 où le promu réussit l'exploit d'arracher un titre de champion de France. Alors, à coup de grands recrutements, en tout cas de recrutements réalisés avec beaucoup de finesse, avec aussi un trio offensif qui se connaît depuis de nombreuses années et qui sait parfaitement désormais se trouver les yeux fermés. Monaco va beaucoup mieux puisque Monaco est champion de France. Ouais, on en a déjà parlé quand on a parlé de Jean-Luc Ettori, je pense, et de Delionis évidemment. Donc, ouais. Oui, c'est peut-être le titre le plus surprenant de l'histoire du club, très certainement, et peut-être même un des plus surprenants tout court, parce que avec celui de cette année, n'oublie pas. Oui, on verra, encore une fois, mais bon, là, on parle d'une équipe qui vient de monter de Ligue 2. Je crois que Strasbourg va faire à peu près pareil dans les mêmes années. L'année d'après. L'année d'après, voilà. Donc, on peut les mettre à égalité. Il n'empêche que depuis, ça a certainement pas été fait. Donc, c'est évidemment un titre un petit peu particulier dans l'histoire du club et il y participe évidemment pleinement. Il en est même le capitaine. Voilà, donc c'est un petit truc en plus sur son CV lors de ce titre. Et donc oui, ça sera son moment de gloire, son apex même individuel, parce qu'il va faire une très bonne saison. Il va participer à cette Coupe du Monde 78 avec l'équipe de France, qui sera les débuts du coup de la bonne équipe de France. Faut toujours mettre un petit peu à part celle de 58, mais vraiment l'équipe de France commence à être importante sur l'échelle mondiale à partir de cette Coupe du Monde 78. Et donc, il en fait partie. Donc, oui, à cette époque-là, cette saison-là, il est l'un des tout meilleurs joueurs et même élu meilleur joueur français du championnat de France en 77-78. Ouais, reconnu, titre décerné par France Football. Donc voilà, c'est une année très très pleine pour lui. Et sur cette saison-là, j'aime bien je ressors cette citation de Roland Courbis, il disait: de mon poste de libéraux, je me régalais à voir ce trio Petit, Onis, d'Alger comme un spectateur et même mieux comme un supporter. Donc voilà, c'était quand même une équipe offensive menée par l'indéboulonnable Lucien Leduc qui était revenu. Son retour. Ouais. Totalement, et qui a donc lui aussi ajouté un titre de plus à son escarcelle. On fera une émission Lucien Leduc un jour, bien sûr, c'est normal. Et aussi, c'est une saison clé. Là, je cite Jean-Luc Ettori parce que il dit nous avions compris que. T'aimes bien citer Jean-Luc. Toujours, j'aime beaucoup quand Jean-Luc parle, parce que quand Jean-Luc parle, Jean-Luc dit des choses intéressantes. Et voilà, il dit: en tout cas, on avait compris que ce serait plus comme avant au club, que l'ascenseur c'était fini et que nous aurions le devoir de gagner des titres. Chose qui s'est réalisée parce que Monaco tient une belle génération. Et très vite. Et très vite. On ne pouvait pas espérer ça. Ouais, et une génération naissante, montante, avec le développement aussi du centre de formation qui lui permettra de la renouveler rapidement et donc de devenir très vite, Boris, une des places fortes du football français. Et ces titres très vite, justement, il y en a 2 qui vont suivre dans les années suivantes. Ouais, c'est vrai que là, autant Monaco a vécu une décennie, voire même un tout petit peu plus, très compliquée, on l'a dit, peut-être une des pires de l'histoire du club. Là, par contre, on va repartir sur une période faste qui va durer peut-être 25 ans. Soit de 78 jusqu'à presque 2004-2005. Il y a très peu de trous. On est déjà revenu
là-dessus dans d'autres émissions aussi. Donc effectivement, Monaco qui va capitaliser, on va dire, qui va pas être champion tout de suite, mais qui va gagner une Coupe de France, notamment 2 saisons plus tard, qui sera du coup le deuxième trophée pour Jean Petit, la première coupe depuis du coup 1963 pour l'AS Monaco face à Orléans, un match qu'on avait envisagé de refaire un jour en replay, Damien, je sais pas si tu t'en souviens. On l'avait même commencé, non? On l'avait commencé, puis ça marchait pas. Petit problème technique. Ouais, et Jean Petit, du coup, qui va être le dernier à serrer la main de Valéry Giscard d'Estaing en tant que vainqueur de la coupe. C'est quand même une petite anecdote. Il va lui dire. Après, on va passer à François Mitterrand. Donc voilà, le palmarès qui va tranquillement grossir pour Jean Petit, qui malheureusement après va commencer à décliner un petit peu lui aussi physiquement. Déjà cette saison-là, 1980, elle est plus compliquée. Alors c'est pas une baisse physique parce que Jean Petit est encore jeune. Il a quoi? Il a 30 ans seulement à ce moment-là. Il est de 49, ouais. Il est de 49. Il a 31 ans, quoi. Donc il est jeune, mais simplement il a une fracture, une grosse fracture qui l'éloigne des terrains pendant un moment. Voilà. Il revient quand même donc pour soulever cette Coupe de France. Donc voilà, ce trophée. Et enfin un dernier trophée, Rome. Alors évidemment, il a le palmarès, il est dedans, il est compté dedans, mais il va vraiment participer à ce titre-là de manière très concrète. Non, parce que tu l'as dit, il y a cette première grosse blessure en 80. La saison d'après, pour le coup, est plutôt pleine pour lui. Par contre, la dernière saison, qui va au final être la dernière saison, mais c'était pas prévu parce qu'en 82, donc quand il arrête, il n'a que 33 ans. Ce qui est pas si vieux que ça, même si le football à l'époque est quand même différent. Les joueurs avaient des carrières un peu moins longues, pas la même préparation physique, etc. Mais donc ce titre, parce qu'on parle évidemment de ça, ce titre de 82, il l'a parce qu'il participe à 2 rencontres, il l'a parce qu'il est très certainement présent dans le vestiaire, régulièrement, même peut-être la semaine plus ou moins à l'entraînement, vu que beaucoup de problèmes de blessures. Mais réellement sur le terrain, il n'y participe absolument pas. Un peu comme un Trezeguet pour 97, quoi. C'est pas du tout le même moment de leur carrière. Il y en a un, c'est quand il débute, et l'autre, c'est quand il termine. Mais c'est pour dire que bon, c'est bien, il est là et c'est sur le CV. Mais bon, c'est pas, il a pas du tout la même valeur pour lui que le titre de 78. Non, c'est certain. Je crois qu'il débute la saison, mais il y a ces matchs arrivent vraiment en tout début de saison. En fait, il enchaîne en fait les blessures. Je crois des claquages en fait. Je crois qu'il en fait 3 de suite. Donc Jovetic n'a qu'à bien se tenir. Décidément. Mais voilà. Et donc c'est une fin difficile, un peu amère certainement pour lui, même si la carrière monégasque est bien remplie, Rome, avec 13 saisons au total qu'on peut voir donc sur l'écran suivant. 13 saisons, 428 matchs disputés et 3 trophées pour les nombres de buts. On fera éventuellement un petit erratum sur Twitter. Entre 76 et 78, voilà. Carrière pleine avec l'AS Monaco qui il va se reconvertir très très vite, Boris, quasiment du coup dans la foulée. Ouais, effectivement, il va avoir une longévité au club qui de toute façon va être quasiment sans égal. Alors effectivement, on en parlait hors antenne. On ne sait pas exactement quand est-ce que son aventure à l'AS Monaco s'est finie. Il a eu des rôles un peu obscurs, un peu le grand-père gênant qu'on ne sait pas trop sortir de la photo probablement, dans les années notamment jusqu'aux années Ribolovlev. Il a été encore là présent dans le club. Mais en gros, c'est un peu dès que Jardim est arrivé avec son staff. Voilà. Du coup de 69 jusqu'à on va dire de 2013-14 par là probablement. Il a été plus ou moins toujours dans l'encadrement du club. Il y a quasiment personne qui a une telle longévité dans l'histoire et a un rôle principalement d'entraîneur adjoint. Quasi indéboulonnable. C'est vrai que c'était l'époque où les staffs restaient sûrement beaucoup plus attachés à un club qu'à un coach.
Il ne voyageait pas forcément avec le coach comme c'est peut-être un peu plus le cas aujourd'hui. Et du coup, il va avoir l'occasion d'être adjoint de grands entraîneurs, Wenger, Tigana, Deschamps, Puel, etc. On a dit grands entraîneurs. Oui, des entraîneurs qui ont gagné des titres, en tout cas oui. à l'AS Monaco. Il va notamment accompagner quand même les débuts d'un certain Didier Deschamps, les débuts d'un certain Claude Puel, comme entraîneur adjoint principal. Donc, mine de rien, pas mal de faits d'armes aussi à mettre à son crédit. Il a permis à ces entraîneurs-là, il les a sûrement aidés de s'imprégner du contexte monégasque pour ceux qui en avaient besoin, et puis de parfaire aussi leur apprentissage du métier. Ouais, il commence comme entraîneur, je crois au départ un petit peu comme recruteur, et puis finalement entraîneur adjoint assez vite, et voilà. Et il a un rôle important, en tout cas lui il définit sa mission comme finalement être un peu le dépositaire du jeu à la monégasque auprès des entraîneurs qui se sont succédés. Et c'est vrai que je pense à ça, je pense aussi à un jeune entraîneur comme Arsène Wenger qui a pu trouver aussi un appui avec un Jean Petit pour aussi l'aider à connaître un petit peu le contexte, à faire aussi bien sûr le tampon entre joueurs et entraîneurs, mais aussi par exemple un Didier Deschamps qui fait une première saison absolument catastrophique, on le rappelle, en tant qu'entraîneur, et qui notamment grâce à Jean Petit, il faut vraiment le souligner, change son fusil d'épaule tout simplement, tactiquement aussi, puisque Jean Petit lui conseille un 4-4-2 et c'est ce que Deschamps va faire et ça va plutôt bien marcher, mais aussi par rapport à la compréhension du petit écosystème autour de l'AS Monaco, de mieux le maîtriser, de mieux l'intégrer, et voilà, Jean Petit va avoir une importance très très importante, et j'aime beaucoup en tout cas cette idée que il est là il a été là pour perpétuer une tradition de jeu. C'est le garant un peu des valeurs et du jeu à la monégasque, même si le jeu à la monégasque, il est plus difficilement définissable que quand on parle du jeu à la nantaise, par exemple. On voit tout de suite de quoi on parle. Monaco, on parle d'un jeu plutôt offensif, toujours plus ou moins d'un 4-4-2, parce que c'est souvent ce qui nous a réussi. Mais est-ce que c'est vraiment un jeu de contre, un jeu de passe, tu vois, c'est un peu plus flou, je trouve. Oui, en tout cas, c'était en tout cas un jeu assez vif. Des fois, c'était un peu le terme qui revenait, notamment avec plutôt offensif, en tout cas. Offensif, et avec le Duc, quelque chose qui était beaucoup boisé quand même sur le jeu de passe. Je crois c'est. Pourquoi ça l'a pas fait avec Leonardo Jardim, du coup. Ça l'a pas fait avec Leonardo Jardim. Quand on voit les résultats de Jean Jardim. Petit oui, d'accord. Non, je pense que c'est surtout à mon avis que c'est plus une question d'époque, le football qui change et les entraîneurs qui arrivent avec un staff. Mais voilà, en plus il raconte, c'est la toute fin de l'époque, de sa période à Monaco. Jean Petit raconte que il s'occupe uniquement un petit peu des joueurs blessés pour les maintenir en rythme. Voilà, c'est la fin de carrière. C'est pas bon quand tu arrives sur ce poste-là, c'est et donc il dit il va voir Falcao, parce qu'il dit à force de le croiser, parce qu'il dit il sait pas qui je suis, mais à force de me croiser, je vais au moins aller me présenter. Et là, Falcao quand même qui dit non, je sais qui vous êtes, vous étiez capitaine. Donc voilà, Falcao qui savait quand même qui était Jean Petit. Donc voilà, c'est la reconnaissance quand même d'une star internationale pour une légende du club, parce que oui, on arrive au vote, et évidemment il n'y a pas de débat. Jean Petit, légende du club, ça a été voté à 96%, je crois. 94%, c'est pas assez. Ça aurait dû être 96. Mais ça aurait dû être 100 dans l'absolu. Oui, en fait, dans l'absolu. Mais évidemment, Jean Petit, légende absolue du club, tout en haut, avec des illustres comparses. Messieurs, on peut peut-être revenir rapidement sur les notes que vous avez attribuées. Je pense que, vous voyez, il y a plus un peu la legacy qui me fait un peu tiquer quand je vois vos résultats sur la legacy. Le reste, je j'ai pas trop grand chose à redire, mais c'est plus sur la legacy où je pense que le 5 me paraissait quand même presque logique. Mais bon, après Rome, je sais que la Ligue 2, non, parce que c'est pas sur la legacy, ça. Non, parce que pour le coup, sur le palmarès, j'étais pas loin de lui mettre que 2 étoiles. Mais non, sur la legacy, j'ai mis 4 parce qu'on s'en rappelle énormément. Mais en fait, là, moi, je trouve
là, on est en train de faire Jean Petit plus le joueur, malgré tout, que Jean Petit à l'AS Monaco. Donc, Jean Petit, le joueur. Les années passent aussi, et c'est le football de cette époque. On a moins d'images, on a moins de données. On s'en est bien rendu compte aussi pour préparer les émissions. C'est plus compliqué quand on arrive dans ces années-là. Donc, il paye un petit peu ça. Le seul de cette époque-là à qui on a mis 5 étoiles, c'est Delio Onis, mais parce que Onis, les chiffres sont tellement fous qu'on en parle toujours de Delio Onis. Ça, oui, on en parle régulièrement. Oui, mais Jean Petit, on entend. C'est le troisième joueur le plus capé de l'histoire. Oui, donc, non, mais ça, oui. Mais Jean Petit, t'en entends jamais parler dans les émissions de télé quand on parle de Monaco en tant que joueur. On parle de Delio Onis parce que quand on nous dit que Mbappé, il est à tant de buts, ça compare rapidement avec Delio Onis. On parle beaucoup de Jean-Luc Ettori parce que, pour le coup, lui, il représente encore plus l'AS Monaco en tant que joueur. Jean Petit, j'en entends jamais parler. Donc, c'est aussi pour ça. C'est parce que les années passent et voilà, je lui ai mis 4 pour ça. Boris, je sais pas, toi, pourquoi tu lui as mis 4? Moi, je suis pas d'accord. En tout cas, je te réponds tout de suite. Je suis pas d'accord parce que je pense que nous aussi, on a peut-être cette mission-là aussi, finalement, de faire en sorte que, voilà, c'est pas parce que les médias en parlent pas. Genre, de toute façon, quand ils parlent de nous, c'est pour dire de la merde. Donc, autant qu'ils en parlent pas, le moins possible. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Mais voilà, je pense qu'on est un peu là aussi pour aussi, justement, faire peut-être un peu ce relais, ce passage à témoin sur de plus jeunes générations, de marquer un petit peu les choses. Et c'est pour ça que je pense qu'on a aussi peut-être une importance aussi à faire en sorte que Jean Petit soit reconnu et élevé à sa juste valeur et importance au club, parce que moi, tu parlais quand même d'un 4 étoiles, hein. On parle d'un 4 étoiles, oui. Damien, donc on lui a pas mis 2 non plus, quoi, tu vois. Oui, mais pour moi c'est 5 de toute façon, c'est pas en dessous, ça peut pas être en dessous en tout cas, mais voilà, toi tu parlais que du joueur, moi je pense que justement on doit aussi, comme on a fait un peu pour Biancheri. Boris, si tu as quelque chose à dire pour ta défense. Ouais, après cet acte de dictature d'Elerbienne, j'ose à peine, mais non, je suis un petit peu sur la même ligne de Rome, effectivement, où je pense qu'il est quand même, à tort ou à raison, moins marquant, probablement. Il y a une question c'est un peu plus loin, effectivement, que Ettori ou même Puel. C'est aussi des équipes quand même globalement moins bonnes, il y a moins de palmarès et puis il y a vraiment des saisons très compliquées. C'est vraiment un joueur qui a quand même une carrière assez compliquée collectivement jusqu'à avoir sa rédemption et sa belle histoire un petit peu sur la fin. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment, vraiment beaucoup plus associé à l'AS Monaco. Moi, je peux pas m'empêcher je pense à un vieux monsieur avec une parka en fait quand je pense à Jean Petit, ce qui n'est pas forcément le cas alors que je les ai pas vus jouer pour Ettori et Puel. J'ai plus d'images de joueurs grâce à des vidéos ou quoi que ce soit. Je pense que Jean Petit, c'est quelqu'un qui est évidemment identifié par tout le monde ou presque dans la sphère monégasque. Mais je suis pas sûr que beaucoup de gens seraient capables de resituer ses années, son palmarès, son poste, etc. Donc c'est pour ça, moi c'est souvent plutôt le critère que j'utilise, c'est à quel point il est aussi reconnu, à quel point il a marqué. Donc je pense que son nom a marqué, mais l'image est un petit peu diffuse, effectivement. Donc, et c'est là qu'on intervient. Voilà, et on essaye de. Oui, tout à fait. Dans quelques années, on pourra lui mettre 5 pour ça. Mais tu vois, typiquement, moi, c'est le joueur que je ne m'étais pas senti obligé de mettre dans le 11 type de l'histoire de l'AS Monaco quand on l'avait fait. Il était sur le banc parce qu'aussi, il y a des monstres, il y a d'autres monstres à son poste. Et lui, pour moi, il avait un caractère un peu moins obligatoire qu'un Ettori, par exemple, qui est vraiment s'il faut prendre ce point de comparaison-là. Enfin, en tout cas, pour moi, et ce sera la phrase de conclusion, plus qu'une légende, l'âme du club. Voilà, messieurs, on peut le dire d'une certaine manière. Voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire sur Jeannot Petit, fidèle parmi les fidèles, et puis si jamais il retrouve sa connexion pour un petit entretien, hein, coucou Jeannot, on est là. Voilà, merci messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain mur, peut-être, le mur, oui, le mur, tout à fait. Bon, il y va. Je l'oublie toujours, ce mur, décidément. Le mur, voilà, il y va, pas de souci. Donc après, Fabien Barthès. Jeannot Petit. Donc voilà, le prochain match, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Je m'en fous. T'avais bien conclu, en effet, t'avais bien conclu. On joue Lyon. On joue Lyon, Damien. C'est déjà Lyon. C'est un détail. Oui, on sort demain. Ouais. Voilà, on joue Lyon avec Paqueta, bien sûr. On l'espère, en tout cas, on lui souhaite. Qu'il soit bien remis de l'attentat. Frappard sur le mur des légendes. Et Stéphanie Frappard sur le mur des légendes, bien sûr. Voilà, messieurs, prochaine émission du coup avec mur des légendes, avec un autre petit, Emmanuel, cette fois, donc joueur un peu plus contemporain, quand même. Et voilà, joueur.
joueur marquant quand même du club. Voilà, bonne soirée et Takebunego, salut. Et bisous.